Hello, bienvenue dans cette nouvelle rubrique Duo de Geek. Alors, quelques actualités sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, je prépare toujours ces petites chroniques un petit peu au dernier moment. Néanmoins, je vais essayer de préparer plus correctement la 300e. Donc, j'ai déjà commencé à réfléchir un petit peu au contenu, à ce qu'il pourrait y avoir. Je recense vos différentes questions afin de pouvoir y répondre. Et voilà. Autre actualité, donc cette semaine, jeudi, avec mes amis des podcasters, nous allons faire une spéciale sur Spawn. Et oui, c'est anti-héros des années 90, créé par Todd McFarlane, et figure de proue d'Image Comics à l'époque et encore aujourd'hui. Donc nous allons parler des deux sorties Spawn qui ont lieu récemment, et avec notre invité qui sera donc Mister Carlo. Donc je serai en compagnie de Chronique d'Escobar, Rip Club et moi-même, ainsi que notre invité, pour pouvoir parler, faire une spéciale Spawn. Et sinon, vendredi, événement, la chaîne de mon ami Deviant Prod fête ses 1 an, et je crois qu'il va faire les choses bien. Donc je vous invite cordialement à venir vendredi sur sa chaîne pour participer avec nous à ce joyeux événement. Et tout de suite, on va passer aux reviews. Pour cette première review, j'ai décidé de vous parler d'un manga dont j'avais entendu parler, qui me tentait vraiment, mais pour lequel je n'avais jamais franchi le pas. Il s'agit d'Ice Core Girl, donc chez un éditeur que je ne connais pas qui s'appelle Mana Books, et c'est de Rensuke Oshikiri, dont j'avais déjà lu Personnage, qui ne m'avait pas beaucoup plu. Voilà. Néanmoins, Ice Core Girl, de quoi ça parle? Ça se passe dans les années 90, où on rencontre ce personnage de Haruo, qui est un élève, somme toute, assez mauvais, dont il le dit lui-même, dont le seul talent, c'est de jouer aux bornes d'arcade, d'être un champion de Street Fighter 2, d'être un champion de tous les jeux qu'il peut y avoir en arcade. Sauf qu'un jour, eh bien, il va tomber sur un os qui s'appelle Akira Ono, et qui est une nouvelle élève de sa classe, la plus belle, la plus talentueuse, la plus populaire, et surtout la plus forte à Street Fighter. Et de là va naître une rivalité entre ces deux personnages, rivalité qui va tourner au fur et à mesure des ans. Je ne vous dis pas comment, puisque ça se passe sur plusieurs années. La série fait 10 tomes, elle est terminée. Alors je vais vous parler un petit peu de cette édition, et après je vais vous montrer quelques planches pour vous expliciter un petit peu le propos et pourquoi ça me plaît beaucoup ce manga. Alors tout d'abord, les planches, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a en relief des combinaisons, voilà, de coups spéciaux. Donc il y a un effet relief super. Vraiment, c'est voilà, on a une couverture, la première couverture et la deuxième couverture, voilà, donc on les voit à une borne d'arcade. Donc donc le style est certes un peu particulier de cet auteur. Je vais vous montrer, hop. Mais franchement, ça colle très très bien. C'est très expressif ou non expressif, comme Akira, qu'effectivement on a très peu d'expression, mais on arrive quand même à comprendre ce qu'elle pense. C'est très très fort. C'est un personnage qui au cours du temps évolue comme Haruo, qui a un vrai, il est complètement à côté de la plaque. On dirait à 10 ans il était, voilà. Mais même au fur et à mesure, il comprend pas ce qui se passe, et vraiment c'est extraordinaire. Et donc là quelques petites techniques. Là je vous montre, effectivement, il raconte donc sur Street Fighter 2 comment faire pour battre Zangief quand on a Guile, parce qu'effectivement c'est le pire match-up possible pour Zangief. Alors je vais expliquer un petit peu. Je suis pas un super pro des sports de combat et de l'e-sport. Néanmoins, en termes de match-up, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simplement, c'est qu'en fait les personnages de Street Fighter sont classés, et ils ont des cotes vis-à-vis des autres personnages. Voilà, c'est ce qu'on appelle les match-up. Des fois les cotes sont favorables ou elles sont défavorables. Et là typiquement dans ce match-up Zangief Guile,
c'est très favorable à Zangief parce que à Guile parce que Zangief n'a peu ou pas de moyens de contre-attaquer. Il est beaucoup plus lent, il a une allonge qui est plus faible, et Guile peut le tenir à distance avec ses Sonic Boom, avec ses Flash Kicks, avec ses balayettes. Du coup, il n'y a vraiment que les très bons joueurs qui réussissent à amener Zangief à un niveau à gagner, tout simplement. Voilà. Donc en plus, il a des combinaisons difficiles, les 360, etc. Donc Itabashi Zangief, un célèbre joueur de Zangief, justement, qui est vraiment très très fort. Je vous invite à voir ces vidéos, c'est extraordinaire. Et donc, on va parcourir au cours de ce manga plusieurs jeux. Bon, surtout Street Fighter, mais il y a Splatterhouse, il y a plein de jeux différents, mais c'est vrai que on va parler de la Super Nintendo, de l'arrivée des différentes consoles. On est en 91 et tout se libère à ce moment-là, en fait, pour ce personnage. Il y a Vampire Savior, pardon, Darkstalker en français, je crois. Donc il y a plein de choses qui se passent. Après les premiers jeux avec Virtua Fighter, enfin bref, c'est extraordinaire pour les fans de rétro gaming, pour les fans de bonnes d'arcade, pour les fans de jeux de combat. Et en fait, cette histoire, elle est vraiment marrante parce qu'il y a vraiment une rivalité qui s'installe entre ces deux personnages qui ne veulent vraiment pas lâcher. Il faut même du Final Fight avec des techniques pour avoir plus de points. Parce que High Score Girl, c'est vraiment, elle recherche le high score, elle va se mettre en difficulté pour rechercher le high score. Et Haruo, qui pensait être le dieu de son quartier, et ben, elle est mis plus bas que terre et va devoir se battre, s'entraîner pour atteindre le niveau. Et il y a toute une compétition entre les deux personnages qui se tirent, il y a des triangles amoureux, il y a plein de choses extraordinaires dans ce manga. Et moi ça me parle beaucoup parce que voilà, Street Fighter 2, moi j'ai passé beaucoup de temps à dépenser des pièces en borne d'arcade pour jouer. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle. En plus, dans les années, c'est pas si vieux, mais à un moment donné j'ai découvert l'e-sport sur Street Fighter et avec Ken Bogard et le X-Mania, et c'était fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Meilleur commentateur du monde. Vraiment extraordinaire. Après, j'avais suivi toutes les compétitions, l'Evo, jusqu'à la victoire de Luffy. Effectivement, ça date un petit peu maintenant, mais voilà, ça a été vraiment extraordinaire. Une ambiance de folie. Après, c'est un peu redescendu. C'est vrai que sur Street Fighter 5, je trouve moins bien. Moins fun à regarder. Donc bon, mais le 6, peut-être que ça va revenir à la hype, mais voilà. Donc franchement, ce manga, je vais remontrer quelques planches encore, mais vraiment, je me suis éclaté. Et puis on a des tronches, ils ont des tronches tous plus marrants que les unes que les autres, ils sont très expressifs. Alors c'est un style qui peut ne pas plaire, mais franchement, l'auteur, il arrive à faire passer des émotions, à faire des choses. On parle de la PC Engine aussi. Voilà, là on voit Guy dans Final Fight, voilà, parce qu'en arcade on pouvait se taper dessus. Enfin, c'est vraiment, si cet univers vous parle, si vous avez aussi envie de lire, est-ce que c'est une romance, pas une romance, je ne saurais dire, parce que tout est, ils sont tellement maladroits. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est dit, il y a des non-dits, mais vraiment 10 tomes, exceptionnel. Voilà, c'est le moment de la fin, exceptionnel. On enchaîne avec la deuxième review de cette chronique, une review dont on a beaucoup parlé, donc on va beaucoup parler ces prochaines semaines. Il s'agit de The Last Ronin. Et oui, ce titre assez attendu, édité chez Iconix et qui raconte la dernière histoire des Tortues Ninja. Alors, multiples influences, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais un petit peu quand même, globalement. Dans les années 90, ici Kevin Eastman a eu l'idée d'une fin pour les tortues. Et en fait, avec Tom Waltz, qui était l'actuel scénariste de la série, ils ont décidé de faire cette dystopie et de raconter l'histoire de la dernière tortue. Parce que voilà, il s'est passé quelque chose et il ne reste plus qu'une seule tortue. Ne vous inquiétez pas, je ne vous la révélerai pas. Quelle est son identité?
Voilà, c'est pas le but. Et on découvre très rapidement que donc les tortues ne sont plus, il n'en est plus qu'une, et surtout que New York est à la main du clan Foot. Je vous montre quelques planches. Donc un style très millérien. Voilà. Plusieurs dessinateurs qui ont des styles un peu différents. Par contre, c'est assez compliqué de savoir qui est qui. Ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, on suit cette tortue qui a toutes les armes des tortues, le sai, le katana, le bo, le nunchaku, qui a les tonfa aussi, et qui a un bandeau noir. Et cette tortue revient pour la vengeance. Et oui, la vengeance. Donc il y a plusieurs parties. Je vais essayer de vous montrer. Donc il y a plusieurs dessinateurs, dont Kevin Eastman, qui dessine des parties flashback en noir et blanc, qui sont pas les meilleurs qu'il ait dessinés, mais qui font quand même le taf. Il y a un dessinateur que je ne connais pas, mais qui est plutôt très efficace. Mais je ne vais pas... faut pas que je vous spoil quand même. Si je ne veux pas vous spoiler, je vais vous montrer une page qui spoil. Enfin, ça, je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Donc je vais vous montrer assez peu d'images. Je vais vous montrer par contre quelques couvertures effectivement qui ne spoilent rien. Donc celle-ci que je trouve plutôt très belle, avec toutes les armes, les bandeaux, etc. Alors, forcément, c'est inspiré de The Dark Knight Returns, évidemment, où on sent cette inspiration de la tortue qui revient. Alors, par contre, par rapport à Dark Knight Returns, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un déclic qui fait que. Là, il n'y a pas vraiment de déclic qui fait que. Mais la tortue revient, elle veut se venger et on va voir ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, je crois qu'il y a 5 épisodes, que je vous dise pas de 5 ou 6 épisodes, première partie, deuxième partie, cinquième partie, il me semble. Il y a quelques bonus, mais pas énormes. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire ce qui s'est passé et ce qui a amené, il y a des flashbacks, à cette situation. Voilà. Donc on a 5 parties. Donc on a toute une histoire qui se construit autour de cette tortue, qui est à la recherche de vengeance, qui veut venger ses frères et se débarrasser du clan Foot. Voilà. Comment va-t-elle y réussir? Qui vont être ses alliés? Est-ce qu'elle en a encore? Toutes ces questions, on va le voir au fur et à mesure. Et c'est plutôt pas mal fait, il faut dire ce qui est. C'est très efficace. On est vite dans l'ambiance. On suit le cours et on suit cette tortue avec cette mission, sa dernière mission. Alors le titre, forcément, vous l'avez compris, est très bien choisi puisque on devine s'il n'y a plus qu'une seule tortue que le maître Splinter n'existe plus, d'où le Ronin, le samouraï sans maître. Donc c'est plutôt bien trouvé. Graphiquement, c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, puisque l'histoire est quand même somme toute assez basique. Et je trouve que l'antagoniste manque un petit peu, voire beaucoup de charisme. Voilà. Mais l'histoire est bien. Franchement, je l'ai vu, c'est vraiment pas mal. Et surtout, je dirais que un des gros points, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir suivi les 19 tomes de la série en cours pour pouvoir lire ce bouquin. Il faut juste connaître finalement un tout petit peu du lore des Tortues Ninja. Vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Qui sont les 4 tortues, leurs maîtres, leurs alliés, qui sont les vilains. Alors, les vilains, peut-être que ceux qui n'ont suivi que la série animée auront du mal, mais les vilains, c'est Shredder, c'est Karai. Mais à part ça, il y a pas. C'est le clan Foot, bien sûr. Et voilà, il n'y a vraiment aucun prérequis pour lire cette histoire et l'apprécier. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc on a une édition avec une espèce de vernis sélectif qui brille. Cette cover qui est plutôt très belle. C'est une belle édition, pour dire ce qui est. Je ne sais plus exactement combien il y a de pages, peut-être 260, 205. Il y a 5 épisodes, donc je ne vais pas dire des bêtises. Mais voilà, c'est efficace. Je vous montre pas les covers parce que là aussi elle pourrait me spoiler. Je vous ai montré celle qui me plaisait et celle qui
qui finalement est le moins spoilante. Don Bishop. Voilà, donc une édition toujours au top chez les comics. Des dessins, je vais essayer de vous remontrer quelques planches quand même sans du début, sans aller plus loin. Quelques scènes d'action. Voilà. C'est dynamique, il y a de l'action. On est emporté. C'est un très bon titre. Mais c'est pas le top du top. C'est pas le masterclass. Mais franchement, c'est quand même pas mal. En tout cas, moi, si vous me demandez, je vous le conseille. Voilà. N'importe qui peut lire et apprécier ce titre. En plus, il semblerait que le premier tirage soit épuisé et que la comics va ressortir ce comics. Donc c'est plutôt bien parce que ça est signe de succès. Donc voilà, sachant que il y a quand même c'est une maison d'édition certes qui est avec un grand groupe, mais bon, il faut profiter de chaque succès pour avoir d'autres titres. Donc ok, des locomotives, ça ne me choque pas. Donc tant mieux si c'en est une pour cette fin d'année. Voilà. Donc très bon titre. Comme d'habitude, vous avez apprécié ces chroniques, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao.